Reste une question que j'aimerais peut-être brièvement aborder après, finalement, 50 années de travail comme historien. C'est le cas cette année-ci, puisque j'ai été diplômé en 1971, donc ça fait tout juste 50 ans. Finalement, en quoi consiste ce métier d'historien que j'ai essayé de pratiquer le mieux possible, où je me sens plutôt comme un honnête artisan que comme un grand théoricien. Ouais, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qui me semble importante, c'est de le situer. Et là où je me situe, c'est vraiment dans la définition de Marc Bloch, justement dans son livre sur le métier d'historien, qui définit l'histoire comme étant la science de l'homme en société et dans le temps. Donc ce sont trois questions qui définissent autant de points de vue et qui pour moi me semblent absolument essentielles. L'homme isolé de la société, je ne crois pas que ça existe vraiment. Peut-être Thoreau et Walden, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense que le temps est une dimension absolument fondamentale, avec des dynamiques qui peuvent être très spécifiques et qui peuvent orienter le travail de l'historien ou qui peuvent être mises à jour par le travail de l'historien, mais aussi en tenant compte de la conception occidentale du temps, qui est une conception linéaire. Donc on part d'un point et on va vers un point. Ce n'est pas une conception cyclique. Et ça, c'est très clairement un héritage judéo-chrétien relativement important. Donc le temps a un sens. Alors, est-ce que le temps a un sens pour les historiens? Je crois effectivement que le temps a un sens pour chaque historien, parce que c'est l'historien qui, avec son analyse de la documentation dont il dispose, va pouvoir donner du sens aux informations qu'il a collectées. C'est lui qui va les interpréter. C'est en ce sens que j'ai toujours dit à mes étudiants que l'histoire était une science compréhensive et non pas explicative. Elle aide à comprendre et elle suggère des interprétations. Mais ce sont toujours des interprétations qui sont à remettre sur le métier. Ce n'est jamais quelque chose qui est définitivement terminé. Je prends un exemple dans les études que j'ai faites. Un document m'a un jour profondément ému, vraiment profondément ému. Qu'est-ce qui peut être émouvant dans un testament du XVIIIe siècle? On peut se le demander. Mais ce testament-là, et puis par la suite, j'en ai retrouvé plusieurs de la même eau, si vous voulez. C'était un testament où les deux parents déshéritaient leur fille. Alors on peut se dire, oh, waouh, waouh, waouh. Et remplaçaient leur fille comme légataire universelle par une nièce, la cousine de leur fille. Ça, pas tellement agréable. Mais la suite explique cette décision de transmission patrimoniale spécifique
parce que leur fille était profondément handicapée, incapable de se nourrir, incapable de se soigner, incapable de conduire ses affaires, et à la condition que leur nièce la traite, la soigne, l'entretienne comme l'auraient fait père et mère. Et donc, pour moi, outre le caractère très émouvant de voir ces parents qui, dans une société qui reste malgré tout une société de précarité, prennent soin de leur fille handicapée après leur mort, eh bien, c'est quelque chose qui modifie sensiblement l'image que l'on peut avoir de la famille d'Ancien Régime comme un système froid, c'est-à-dire comme un système qui est essentiellement destiné à la perpétuation de l'espèce et à la transmission du patrimoine, comme parfois on aurait tendance à le penser, notamment par le fait que la passion est très régulièrement condamnée, que ce soit par l'Église ou par les bourgeois. La passion amoureuse, c'est tout ce qu'on veut, sauf quelque chose qui se passe dans le mariage. Et cela rejoint un peu une réflexion qui a toujours fait réagir mes étudiants, une réflexion d'un anthropologue, Albert d'Outreloup, qui choquait ses étudiants en leur disant « mais l'Occident est la seule civilisation qui a été assez folle pour fonder quelque chose d'aussi sérieux que le mariage sur quelque chose d'aussi futile que l'amour. » Réaction de tout l'auditoire, naturellement. Et c'est peut-être l'image que nous avons de la société d'Ancien Régime, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement dépendant d'une part de nos cadres mentaux, et là on doit se rappeler quand même que le mariage d'amour c'est quelque chose qui n'est pas du tout majoritaire jusque dans l'entre-deux-guerres, et même après, et d'autre part qui est tributaire de manière très étroite des sources dont on dispose. Alors, quelles sont les sources d'archives dont disposent l'historien? Que doit-il mettre en œuvre pour vraiment les exploiter? Bien, la collecte de ces sources est tributaire de la conservation des archives. Et la conservation des archives, elle est déterminée par l'intérêt qu'il y a à conserver un document. On va donc trouver pléthore de documents publics, pléthore de documents notariés qui actent des contrats, des obligations et des devoirs ou des droits. Donc on se trouve en tout cas pour les temps modernes et une grande partie de l'époque contemporaine, on se trouve avec des documents qui, au point de départ, biaisent la perception que l'on peut avoir de la situation, de la société, de la famille et même de l'économie d'Ancien Régime. Je prends de nouveau, en termes d'économie, un exemple. J'ai travaillé sur le crédit, qui s'avère être un crédit essentiellement hypothécaire. Comme il s'agit de droits réels, il doit être enregistré. Donc là, j'ai des séries longues qui sont assez complètes et intéressantes, qui permettent effectivement de définir un certain nombre de réalités. Mais à côté de cela, il y a tout le crédit informel, c'est-à-dire les quelques sous que l'on va devoir au boulanger, au poissonnier, au boucher, et qui ne sont pas payés au moment même, mais qui sont l'objet d'un compte éventuellement annuel. On a les aides entre voisins ou entre familles. Donc il y a tout un pan informel qui va littéralement échapper à l'historien, ou qu'il ne pourra retrouver que de manière partielle. Et
j'ai presque envie de dire en faisant preuve d'imagination. Donc, lorsque l'historien questionne ses sources, il doit nécessairement, d'une part, faire preuve de curiosité, d'autre part, s'intéresser, s'interroger sur la signification des termes qui sont employés. Et c'est la raison pour laquelle toute démarche d'historien est toujours sujette à mise en cause, mise en question. L'histoire n'est jamais finie, et encore moins dans le sens de Fukuyama, ça c'est encore tout à fait autre chose. Ce qui explique que l'histoire et l'historien travaillent dans un contexte qui doit lui aussi être saisi pour comprendre le sens qu'il donne à l'histoire. À l'heure actuelle, je crois que c'est assez difficile, même s'il y a un retour, de trouver des historiens qui vont, au niveau social comme au niveau économique, s'inspirer de l'analyse marxiste. Pourtant, tout n'est pas à jeter dans l'analyse de Karl Marx au sens propre, et le marxisme n'est pas nécessairement à confondre avec le stalinisme ou le léninisme. Donc, il y a vraiment des effets qui jouent et qui influencent considérablement le travail de l'historien et l'interprétation de l'historien. Ce qui est également à prendre en compte, c'est finalement tout ce que les archives et la documentation classique n'évoquent absolument pas. Parce que, tout simplement, pour les témoins de l'époque, bien, ce n'était pas objet d'histoire. C'était quelque chose qui faisait tout simplement partie de leur vie, mais qui ne justifiait pas, de leur point de vue, d'être réellement rapporté, enregistré, transmis aux générations ultérieures. Et là, ça me pousse, et ça m'a poussé à plusieurs reprises, à privilégier une forme d'histoire qui était une forme d'histoire orale. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus problématique que interroger des testaments du XVIIIe siècle, même en série. Pour le moment, je suis en train d'essayer d'analyser 3000 testaments liégeois du XVIIIe siècle pour essayer d'y cerner les relations familiales dans cette petite ville principautaire. Et les testaments sont très révélateurs parce qu'ils n'ont pas pour objet de définir les relations familiales. Mais ils en parlent en creux, constamment. Et de toute façon, mon interprétation, aucun de ces testateurs ne viendra la contester. Par contre, si je fais de l'histoire orale, je traite avec des témoins qui sont vivants. Je traite avec des témoins qui ont leur propre interprétation de leur histoire. C'est donc une position nettement plus dangereuse, nettement plus difficile, mais c'est aussi une position qui permet, le cas échéant, d'entrer dans ces dessous de l'histoire que très peu de documents peuvent permettre d'évoquer. Alors, à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, il y a des documents qui peuvent avoir été conservés, qui sont des documents du fort interne. Ce sont des correspondances, ce sont des journaux intimes. Alors parfois ça a été conservé, très souvent ça a été détruit, mais avec ces correspondances, eh bien, on entre dans le domaine des sentiments, on entre dans le domaine de ce qui a été vécu. On peut avoir la chance, mais ce sont des situations totalement exceptionnelles, de tomber sur une correspondance qui va durer une vingtaine d'années entre la reine Louise-Marie d'Orléans, la femme du premier roi des Belges, Léopold Ier, et sa mère, Marie-Amélie, la reine des Français. Et alors,
elle, entre 1832, date de son mariage, où cette jeune fille tombe, j'allais dire, dans les mains de ce vieux Léopold, et sa mère à Paris, il y a une correspondance quasi quotidienne, sauf quand elles se rencontrent. Et on voit la mère donner des conseils parfois très intimes à sa fille, la fille lui poser des questions tout aussi intimes, outre le fonctionnement habituel d'une cour royale et la vie quotidienne. Donc là, on entre, mais de manière bien plus rare que pour un certain nombre de phénomènes politiques, économiques ou sociaux, on entre dans la profonde intimité des Européens du passé. Et ce qui va un tout petit peu dans le même sens, c'est justement cette histoire orale. Le fait d'avoir affaire à des témoins qui ont vécu un certain nombre de réalités, d'événements, de responsabilités, de transformations. Et là, je peux peut-être citer l'exemple des conversations menées aux archives de l'Université catholique de Louvain pendant pratiquement 17 ans. En fait, chaque année, l'archiviste de l'université recevait entre 4 et 8 professeurs responsables, administratifs, retraités ou émérites. Retraité, c'était très important pour lui donner, autant qu'il le juge possible, une certaine liberté de parole. Et le style de la conversation permettait une interaction tout à fait informelle entre l'archiviste de l'université comme collecteur d'informations et le témoin. Et il s'agissait bien de tenter de saisir tout ce qui ne figurait en rien dans la documentation écrite disponible. Tout ce qui n'avait pas été d'une certaine façon patrimonialisé. Alors c'est à ce moment-là qu'on peut saisir les implications des uns et des autres, que peut mesurer un certain nombre de tensions, identifier des manières de solutionner des conflits, identifier également des éléments émotionnels particulièrement importants, mais qui ne vont jamais apparaître dans un PV de conseil académique ou dans un PV de conseil de département. Donc, l'histoire orale de ce point de vue-là et l'enregistrement vidéo, finalement, m'a permis d'abord d'être en contact avec des hommes et non plus avec des fonctions ou avec des papiers, mais surtout de remettre l'homme au cœur même de l'analyse historique et de la production archivistique. Parce que ces hommes, eh bien, on les voyait parler. On ne se contentait pas de les entendre. Il ne s'agissait pas simplement d'une bande audio, mais simplement par le langage corporel, simplement par, je me rends compte que je bouge beaucoup les mains d'ailleurs pour le moment, simplement par les expressions du visage. Eh bien, cette forme de conversation, j'allais presque dire cette forme de confession, prenait chair. Alors bien sûr, il y a toujours un certain nombre de témoins, et là il y a eu plusieurs recteurs qui ont participé à ce programme, plusieurs vice-recteurs, administrateurs généraux, etc. Puis une série de professeurs du rang et l'un ou l'autre administratif. Bien, il y en a toujours qui, au fond, construisent leur statut. Hein? Construire sa statue, c'est peut-être quelque chose qui est inévitable, qui correspond à une aspiration de laisser quelque chose
au terme d'une longue carrière. Et puis, il y en a d'autres qui acceptent de baisser un peu la garde et qui vont plus loin, qui osent évoquer vraiment ce qu'ils ont vécu, non pas dans la succession de leurs fonctions, mais dans ce qui les a passionnés. C'est pour ça que j'aimais beaucoup ce titre, Les passionnés et leur monde. C'était un peu l'objectif, faire sortir ce qui n'apparaît nulle part ailleurs. Alors, je ne sais pas si ça correspond à une philosophie de l'histoire, mais je pense que sans curiosité, sans esprit critique, sans prise de distance, sans analyse fine de la documentation disponible, et là c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne peut y paraître, ce n'est pas à des anthropologues que je dois le dire, eh bien il n'y a pas de vrai travail historique. Et ce travail historique peut s'exercer dans tous les domaines de la vie en société. Le mot de la fin pourrait peut-être être que dans ce métier d'historien que j'ai exercé pendant une cinquantaine d'années, eh bien, au fond, j'ai été trop curieux. J'ai touché à trop de domaines sans suffisamment les approfondir. Et finalement, j'essaie de les approfondir maintenant que je suis enfin à la retraite, où je peux travailler.